Le tourisme urbain peut-il se développer sans voiture ni avion? Stop ou encore? Telle semble être la question que se posent de nombreux sites touristiques saturés, des calanques méditerranéennes jusqu'au Machu Picchu. Dans les villes attractives, le développement du tourisme demeure pourtant un objectif constant, mais dans un contexte climatique troublé. Comment poursuivre une telle croissance alors que la place, notamment de la voiture, est régulièrement remise en question et que prendre l'avion pour un week-end à Marrakech s'avère de plus en plus critiqué? On en débat tout de suite avec Jean-Christophe Gay, bonjour. Vous êtes géographe, professeur des universités à l'Université Côte d'Azur. Et Aurélien Bigot, bonjour. Vous êtes chercheur sur la transition énergétique des transports. Les échanges se dérouleront sous la houlette ou la férule de Clément Pétreau, journaliste au Point. Je reste avec vous. Merci. Merci Boris. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous avez probablement remarqué que nous avons deux intervenants qui sont sur deux aspects très différents d'une question qui est malgré tout passionnante. Je vous propose qu'on commence avec vous, Aurélien Bigot. Vous avez un support à nous présenter. Et est-ce que vous pourriez nous parler dans un premier temps de la manière dont ont évolué nos mobilités par le passé et les implications pour les mobilités longue distance et notamment le tourisme? Oui, en effet, on a eu des évolutions très fortes sur ces 2 derniers siècles et sur nos mobilités. Et quelque chose qui est assez surprenant quand on regarde l'évolution de nos mobilités, alors on peut la caractériser sur différents éléments, combien de trajets on fait par jour et par personne, combien de temps on passe dans les transports ou encore combien de kilomètres on parcourt. Et en fait, sur ces 3 caractéristiques, il y en a 2 qui sont restées assez stables, malgré les transformations très fortes qu'il y a eu par le passé. En général, on fait de l'ordre de 3 à 4 déplacements par jour et par personne. On se déplace de l'ordre de 1 heure aussi en moyenne par jour et par personne, et ça c'est resté assez stable historiquement. Et donc ce qui fait le lien aussi entre les deux, le temps de trajet en moyenne le temps moyen par trajet est resté stable autour de 15 à 20 minutes, donc ça c'est pour les trajets du quotidien, et ça c'est valable aussi entre les différents modes de transport, c'est-à-dire que la marge va être utilisée sur cet ordre de grandeur de durée, la voiture aussi, les transports en commun aussi, ou encore le vélo, mais par contre ces modes de transport ont des vitesses très différentes, et du coup 15 à 20 minutes de marche ou 15 à 20 minutes de voiture, eh bien, permet de faire des distances plus ou moins longues. Et historiquement, comme on s'est beaucoup reporté de la marche, un mode plutôt lent vers la voiture et d'autres modes beaucoup plus rapides, eh bien, on a eu une augmentation très forte des kilomètres parcourus au global, mobilité courte plus longue distance confondue. On fait de l'ordre de 10 à 12 fois plus de kilomètres aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Alors, excusez-nous, parce qu'au Point, on aime bien faire... on aime bien ne pas faire comme tout le monde. Et donc, nous avons décidé de faire l'inauguration de cet événement. Exactement. En cours de conférence. En cours de conférence, voilà. On a trouvé que c'était suffisamment riche. Et puis, il fallait un public à la hauteur de Monsieur le maire président. Donc, je vais vous demander d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. Ou alors calmement, parce qu'il me fait signe. Alors, tout doucement, tranquillement, Christian Estrosi. Peut-être on peut l'applaudir? Oui. Maire de la ville de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Provence. Il sera interrogé par Étienne Gernel. On vous laisse la... Vous restez debout tous les deux? Vous restez debout? Oui. Ouais. Et on revient dans quelques instants. Alors en fait, notre truc, on s'est dit quelle conférence on va interrompre, et on s'est dit Clément, c'est pas mal, c'est une bonne cible. C'est une sorte de bizutage, parce qu'il est tout neuf, directeur adjoint de la rédaction du Point. Et donc, quand on a une promo au Point, il y a toujours une forme de bizutage. Merci, cher Christian, de ton accueil. Vous pouviez rester là, d'ailleurs, franchement. Non, parce qu'il sait que sinon, parce que comme c'est la phase de bizutage, je vais encore lui faire des vannes et tout ça. Donc, comme il est prudent, il est intelligent, donc prudent. Merci de ton accueil. On est évidemment ravis d'inaugurer, même si ça a déjà commencé, cet événement en ville Nouveaux Horizons, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. On se disait avec Xavier Latour hier, ça ne pouvait se tenir qu'à Nice. Parce que là, vous pouvez le dire, c'est on record. Hein, moi qui voyage beaucoup en France, je ne connais pas une seule ville en France qui s'est autant transformée que Nice ces 15 dernières années. Ça n'existe pas, vous pouvez chercher. Donc moi je signe, je le dis, hein, la caméra elle est là, voilà. Nice, c'est la ville qui s'est le plus transformée en France et de très loin, depuis 15 ans. Et donc on est ravis d'être là. Et cher Christian, donc, qui est maire, président de la métropole, j'aimerais bien que tu nous expliques l'idée derrière, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut le faire maintenant, comment ça s'inscrit dans le temps politique quand on parle de sujets dont on parle là, qui sont des sujets à 10, 20, 30, 40, parfois 50 ans.
Et comment est-ce qu'on raisonne quand on est un édile, un élu et un citoyen aussi, à 20 ou à 30 ans sur ces sujets-là? Ouais, c'est une question compliquée et qui conduit tout de suite vers l'impopularité. Parce que dire à ses administrés, bon, on fait des choses pour dans 30 ans, ils disent non, moi je veux que vous me fassiez un truc pour tout de suite. Et parce que moi dans 30 ans, je ne sais pas trop où je serai. Donc la première chose que je veux dire, c'est que Nice a beaucoup de chance d'avoir un hebdomadaire tel que Le Point, qui est un hebdomadaire d'abord courageux dans tant de domaines. Merci. Étienne, je veux le dire à toi et à travers toi, à tous tes collaborateurs, à Renaud Grand-Clément, le président, naturellement. Je salue Clément et son arrivée, sa promotion. Et puis, j'ai une pensée pour Franz Olivier aussi, qui fait toujours partie de la famille. Ça, son épouse, qui a un rôle actif. Parce que il faut du courage dans les temps qu'on traverse. Il faut du courage dans tout. Il faut du courage pour agir quand on est un homme public. Il faut du courage pour écrire ou pour parler quand on est un journaliste. Et pour moi, vous êtes l'hebdomadaire dans notre pays, la presse écrite, sans doute la plus courageuse pour dire les choses avec une qualité d'investigation, de réflexion pour dire les vraies vérités. Et aujourd'hui, c'est dur de s'informer. C'est très difficile. Parce que, d'ailleurs, quand on interroge les Français pour savoir qui est le plus populaire ou qui est le plus impopulaire, les deux catégories les plus impopulaires, c'est nous. C'est les journalistes et c'est les hommes politiques. Ouais. Bon, ça veut dire qu'ils ne croient plus dans les hommes politiques, les femmes politiques naturellement, et qu'ils ne croient plus dans les journalistes. Ouais, c'est vrai. Et donc, chaque fois qu'ils lisent ou qu'ils écoutent quelque chose, ils disent, est-ce qu'on est en train de me raconter la vérité? Voilà. Et moi, je sais, parce que j'ai besoin de m'informer aussi, naturellement, je cherche des rubriques scientifiques, je cherche des rubriques internationales et diplomatiques, je cherche des rubriques culturelles, etc. Et dans tous ces domaines, vous êtes les plus courageux qui regardez les choses et qui dites les choses. Et dans le monde bouleversé que nous traversons, de savoir que depuis plus de 10 ans, on bosse ensemble, avec 3 rendez-vous magnifiques chaque année, qui sont naturellement notre Festival du Livre, qui est riche de débats où nous osons faire venir des gens de tous horizons et avec des confrontations extraordinaires dans les débats. Que nous avons ensuite ce rendez-vous sur Neuroplanète, qui là aussi est un domaine où il faut oser dire comment le cerveau dans cet environnement universel, avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc., comment s'y adapter, comment ne pas se laisser dépasser, comment garder la maîtrise de tout ça. C'est ici à Nice que ça se passe et que nous le faisons. Et puis enfin, quand on a commencé Ville Nouveaux Horizons, il y a 10 ans exactement, un peu moins, c'était en 2019, je crois, la première édition. En 2019, regardez bien les choses, nous n'avions pas les données que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas connu le Covid, on n'avait pas connu les chiffres du GIEC, on disait il y a un réchauffement, la pollution, mais on n'était pas sur ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a toujours des complotistes, des gens qui peuvent douter, etc. Mais enfin, les vrais gens, ils ne doutent plus. La cryosphère, elle est là. Entre l'océan Arctique, l'océan Antarctique, le pôle Arctique, le pôle Antarctique et l'ensemble des glaciers depuis l'Himalaya jusqu'aux Alpes et la cordillère des Andes, l'Amérique du Nord, etc., ça fond à raison de la surface du Groenland tous les ans. Bon. Et c'est vous dire, d'abord, que le niveau des eaux va monter de manière irrémédiable et qu'il y a des zones habitées sur Terre, il y a près d'1 milliard d'habitants en zone littorale qui sont menacés à 50 ou 60 ans. 1 milliard d'habitants de la planète. C'est pas rien. Que tout ça provoque
naturellement aussi des réactions climatiques. Et nous le voyons ici, tempête Alex, tempête Aline, avec les épisodes orageux méditerranéens qu'on connaît de plus en plus à l'automne sur le bord de la Méditerranée. Regardez Florence et l'Arnaud qui a débordé avec des morts dans leur bagnole, pris dans le piège, etc. Des trucs incroyables. Le Pas-de-Calais, regardez où ils en sont. Depuis des jours et des jours, on se dit mais à quel moment ça va s'arrêter ? Dans le Morbihan et dans le Finistère, où on n'est pas encore raccordé de partout à l'électricité, plus de 10 jours après. Acapulco, qui a quasiment été rayé de la carte de la planète. Donc, on sait que maintenant, ça va se produire. Et donc, il faut oser dire non, désolé, vous avez envie que j'apporte une réponse à votre bien-être tout de suite, mais je suis obligé de prioriser aussi ce qui fait que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous pourrez vivre dans un environnement avec un esprit de résilience où on permettra aux générations futures, à des hommes, des femmes, des enfants, de dire que même si on a dû s'adapter, ben malgré tout, on vit sur Terre, dans le milieu urbain, parce qu'on a eu le courage de faire les choses maintenant pour demain. Ça veut dire que ça change le temps de la politique? Oui, parce que on voit bien, vous êtes invité à une matinale le matin, on vous dit, bon, alors cette nuit, il y a une dépêche qui est sortie, qui dit un truc qui, souvent d'ailleurs, est une bêtise qui est contredite dans la journée. Donc forcément, vous répondez par une bêtise et vous passez pour un crétin le reste de la soirée. Et après, ça reste sur les réseaux sociaux et vous passez pour un crétin pour longtemps. Bon, et ça, c'est ce qu'on aime en général dans le journalisme, faire vivre le temps de l'immédiateté. Puis il y a ceux qui, comme vous, nous amènent à réfléchir à la vision à long terme. Et ça, on y répond quand on est un acteur public en utilisant ce que j'appelle le courage de l'impopularité. Il faut avoir le courage de l'impopularité. Je vois bien à Nice, sur la partie classée à l'UNESCO, 550 hectares, quand on a démoli il y a maintenant exactement 10 ans, puisqu'on fête le 10e anniversaire ce soir d'ailleurs, d'une gare routière où on m'a dit mais où on va prendre notre bus, faire le plein d'essence, garer la bagnole, acheter notre McDo en drive, etc. Des pétitions, il nous met le Bronx, etc. On a fait une coulée verte. Qui me demanderait aujourd'hui de le reconstruire? Mais quand on l'a décidé, c'était impopulaire. En ce moment, on démolit un ancien centre de congrès, après un théâtre. Bon, il y en a un autre, un théâtre, je regarde. Entre-temps, on a d'ailleurs aménagé, et ici, pas loin, un théâtre qui s'appelle La Cuisine et un autre, les Franciscains, dans une église du XIIIe siècle. Comme quoi utiliser les friches abandonnées pour y mettre les équipements publics qui nous permettent d'aller vers le zéro artificialisation. Ça a du sens. Et naturellement, je sais qu'au moment où je l'ai décidé, j'avais décidé il y a 10 ans déjà, mais il fallait dans une vraie logique entre l'Est et l'Ouest, d'abord faire les mobilités, donner du sens, faire en sorte que tous les campus universitaires, dont celui-ci qui est le dernier livré, soient raccordés les uns aux autres. Vous prenez la fac de médecine, la fac de droit, la fac de sciences, la fac de lettres, l'EDEC, le campus, en saluant Emmanuel Tric, qui nous accueille ici, le directeur de l'Institut méditerranéen des risques, l'environnement et du développement durable. Tous les étudiants sont raccordés par un seul ruban. Bon, on voit les parkings en ouvrage qui commencent à se vider. Et donc, on va pouvoir utiliser des espaces qui ont été créés pour garer des bagnoles qui, un jour, vont pouvoir être utilisés à autre chose et à de nouveaux usages. Et en même temps, naturellement, tout ça nous a conduit, en démolissant du béton pourri, à réussir à remettre en beauté les édifices baroques
et en même temps la ville du 19e siècle avec son cosmopolitisme et toutes ses architectures, Belle Époque, Reine Victoria, Année folle, Art déco, etc. Et l'UNESCO nous a classés. À partir du moment où on est classé, il faut aussi la ville moderne. C'est où nous nous trouvons aujourd'hui. D'habitude, on est dans la ville de l'UNESCO. Cette année, on se retrouve dans la ville moderne. Et la ville moderne, c'est plus facile à faire parce qu'on a des données. Et ici, par exemple, on est sur un réseau de géothermie, qui est le premier en France, où là où la production, dans un pays comme le nôtre, on se demande comment on fait pour payer l'énergie à un prix aussi cher, alors que le mégawatt, ça coûte en production avec EDF et les usines nucléaires civiles 35 centimes. Ici, vous êtes sur un réseau de géothermie où on prend dans la nappe phréatique du fleuve, ça coûte 15 centimes la production. 15 centimes. Alors malheureusement, tout le monde doit payer la facture où on a cette folie où on s'est harmonisé sur le prix du gaz russe, mais tout ça va finir par tomber, et le jour où on pourra payer le prix vrai, en plus dans des bâtiments qui ne seront pas énergivores comme celui-ci et qui produisent très peu de CO2, c'est des parties de gagner. Je dis ça, pourquoi ? Parce que inventer la ville de demain, c'est avoir le courage d'aller sur tout ça. Vous savez que vous êtes dans un espace où certains disent ils bétonnent. En réalité, à la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, on a occupé des espaces sans droit ni titre, où il y avait des casses automobiles, des hangars industriels sans permis, sans l'État qui contrôlait rien, et où tout cet espace qui est l'Éco-Vallée présidé par Xavier Latour, mon formidable vice-président en charge de l'université et de l'enseignement supérieur, et doyen lui-même de la fac de droit, avait 65% de territoire urbanisé. Et on est en train de faire de ce territoire un territoire qui ne sera urbanisé qu'à 55%, c'est-à-dire qu'on gagne 10% de sol perméable ici, dans la plaine du Var, dans notre plan local d'urbanisme. Et tout ça, on ne l'invente pas. On a choisi, Xavier, des géographes, des météorologues, des climatologues, des scientifiques. On a la chance d'avoir un observatoire, celui de Nice-Côte d'Azur, qui est implanté aussi dans le désert de Tacama au Chili, ou qui est sur la base de Concordia, et qui nous donne des images d'analyse sur les endroits où il faut, que ce soit sur le littoral, le long des rivières, le long des fleuves, etc., agir, bouger le trait de côte, etc., ou le laboratoire océanographique de Villefranche qui nous accompagne énormément. Mais quand il nous donne ces données, où on fait semblant de ne pas les voir, et on se dit, bon, on ne va pas se chercher des emmerdes, les gens, ça va les contrarier, on change encore leur paysage, et ils vont nous en vouloir, parce qu'on déteste les changements, on est dans une société où on déteste les changements, ou au contraire, on a ce courage de l'impopularité et d'agir. Voilà. C'est ça, Christian, le slogan, donc soyez impopulaire. Mais oui, il faut dire aux gens, acceptez, ne pensez pas qu'on est là pour vous faire du mal, on est là pour vous faire du bien. On réfléchit à un grand hôpital aujourd'hui ici, qui, alors que ce matin on avait un vote important au conseil d'administration du CHU, a validé le fait qu'on additionne des compétences du CHU avec les compétences du centre anti-cancer, avec les compétences de la Fondation Lanval, qui est l'hôpital pour enfants, mais on sait qu'il faut une grande politique femmes, mères, enfants adaptée à tout ça, et qui aussi nous permettent, si demain il y a un séisme, il y a un tsunami, il y a une tempête comme à Acapulco, etc., capable d'y faire face. Et il faut penser à tout. Et entre le moment où il faut mettre tout le monde d'accord, dans des communautés médicales qui, quelquefois, sont dans des guerres d'ego,
d'appuyer le bouton, de faire valider par l'ARS, de faire valider par le ministre de la Santé, et le moment où c'est réalisé, c'est 10 ans. Et donc, tu te fâches avec tous les médecins aujourd'hui pour t'assurer que dans 10 ans, tu vas apporter à ta population, même si tu n'es plus là, une réponse à tous les risques à venir. On sait par exemple que des zones subsahariennes, il y a plein de parasites, d'insectes et tout qui vont remonter. Ne croyez pas que le Covid est passé et qu'il ne va plus rien se passer. Des pandémies du 21e siècle, on en aura. Et ne pas s'y préparer, c'est de la folie. Voilà pourquoi je dis où on a le courage d'agir tout de suite, quelquefois avec un peu d'impopularité, où on n'a pas ce courage. Mais moi, je n'ai pas envie de dire, quel que soit mon avenir dont je me fous, tout ce que je veux, c'est qu'on ne dise pas dans 10 ou dans 15 ans, s'il y a une catastrophe, quel est le crétin qu'il y avait à ce moment-là, qui n'a pas eu le courage de faire quand il fallait le faire. Voilà, c'est tout. Ben voilà, bravo. Merci Christian. Et on va laisser Clément organiser l'impopularité juste après. Merci beaucoup Christian, merci beaucoup à tous. Et c'est reparti pour la suite. Merci à tous les deux. Merci Boris. On reprend le fil de cette table ronde et on va à nouveau suivre votre raisonnement, Aurélien Bigot. Vous avez toujours la petite zapette, je ne sais pas si ça se dit encore, ou alors je trahis mon âge. Un peu. Vous me confirmez, vous qui êtes encore d'un... Alors c'est bon, on est pas mal. On était donc, on se posait les questions, enfin on revenait un petit peu sur cette historique de la mobilité en France. Oui, c'est ça, et la tendance très forte qu'il y a pu y avoir à l'accélération, c'est-à-dire que quand on cherche à aller plus vite, intuitivement, ce qu'on se dit, c'est quand même pour passer moins de temps dans les transports. Et en fait, historiquement, ce qui surprend, c'est qu'en fait, on a multiplié par 10 à 12 la vitesse de nos mobilités. On a été beaucoup plus vite, mais on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports. On se déplace toujours de l'ordre d'une heure par jour et par personne. On en a plutôt profité pour aller plus loin. Et donc, on a étendu de plus en plus nos activités sur un territoire plus vaste, d'où l'augmentation à la fois des distances domicile-travail, des distances pour aller au commerce, pour aller faire ses activités, etc. Donc, il y a eu cette augmentation très forte de l'ensemble des distances, à la fois au quotidien, mais aussi sur la longue distance, d'où le lien avec le tourisme, ou aussi finalement le fait d'accéder à des modes de transport plus rapides. Alors la voiture qui a permis de faire déjà des voyages plus lointains, et puis le ferroviaire qui déjà avant avait déjà fait une première accélération, puis après le train qui est devenu de plus en plus rapide avec les TGV, le transport aérien bien évidemment qui permet d'aller encore plus vite et donc encore plus loin. Et donc si on regarde finalement qu'est-ce qu'a donné cette tendance au kilomètre parcouru par jour et par personne en moyenne. Alors juste Aurélien, vous êtes un enfant du soleil. Vous pouvez vous décaler un petit peu parce qu'on ne vous voit Je pense pas. que Voilà, ça va pas mieux comme ça. D'ici quelques minutes, sûrement que je serai de nouveau dedans. Mais c'est le scientifique qui parle. Et du coup, on a eu cette augmentation très forte en particulier en fait, sur les 30 Glorieuses, l'augmentation de la motorisation des ménages, un usage de la voiture de plus en plus important qui du coup a fait cette augmentation aussi des distances sur la courte et aussi sur la longue distance, donc aussi sur le tourisme de plus en plus lointain. Peut-être qu'on peut parler un petit peu du tourisme, Jean-Christophe Guay, justement sur la manière et les moyens d'accès touristique sur la Côte d'Azur. Je crois que vous aviez quelques données éventuellement à nous faire partager. Oui, effectivement. La question de l'accès à la Côte d'Azur est une question qui est très ancienne, puisque Prosper Mérimée, en 1859, donc au moment où le train arrive sur la Côte d'Azur, disait que Cannes allait être la proie des Marseillais et allait perdre complètement son identité. Et donc le train puis l'avion ont été toujours l'objet de débats importants sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, puisque on a une destination, la Côte d'Azur, où l'accès routier en fait, est dominant. Les derniers chiffres de l'Observatoire du tourisme de la Côte d'Azur indiquent que 53% des touristes qui viennent sur la Côte d'Azur viennent en voiture individuelle, suivi 28% en avion, 17% en train, et puis quelques fractions de pourcents en bateau. Donc on a en fait une domination de l'automobile. Et la question de l'automobile, c'est une question qui est très sensible parce que historiquement, c'est un mode de transport qui a focalisé
finalement les insatisfactions des touristes qui venaient sur la Côte d'Azur. Dans les années 50-60, accéder à la Côte d'Azur, c'était extrêmement compliqué. Il y avait l'autoroute Esterel-Escota a été ouverte au début des années 60, et il faut s'imaginer que le trafic de transit vers l'Italie, en fait, n'empruntait pas l'autoroute puisqu'elle n'était pas construite. Donc, dans les années 60, donc, avait des embouteillages gigantesques, et donc les principaux motifs d'insatisfaction des touristes qui venaient sur la Côte d'Azur, c'était la saturation automobile. Et on constate que ce motif a reculé à partir des années 80-90. Alors peut-être aussi parce que dans d'autres destinations, le problème s'est posé de plus en plus fortement. Et donc la Côte d'Azur, par contraste, finalement, s'est normalisée sur cet aspect-là. Et la question, en fait, aujourd'hui, de la montée de modes de transport plus vertueux, comme le tram, se pose toujours avec le débat sur le TGV qui s'arrête à Toulon. Et donc le fait que, bon, aujourd'hui, le TGV, 17%, enfin là, le train, 17%, c'est très faible. Alors il faut dire aussi que la part de l'avion, 28%, est liée au fait que sur la Côte d'Azur, vous avez quand même la moitié des touristes qui sont des étrangers. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte. Aurélien Bigot, est-ce que vous avez finalement des leviers possibles? Est-ce qu'on connaît les leviers possibles pour décarboner les mobilités qui sont liées au tourisme? Oui, alors finalement, on a des leviers qui sont assez similaires sur la courte et la longue distance. En tout cas, la stratégie nationale bas carbone donne différents leviers pour répondre aux défis climatiques. Alors juste un élément sur ce défi climatique, ça c'était l'évolution passée des émissions et puis la courbe des objectifs d'ici 2050. On voit à quel point le défi est important en termes de rupture à court terme dans les tendances, d'autant que ces objectifs sont en cours de révision, que l'objectif à l'horizon 2030 sera encore plus ambitieux. Donc on a un défi qui est majeur à ce niveau-là. Bon, il y a aussi d'autres défis, d'autres raisons de sortir du pétrole, la pollution de l'air, des enjeux autour des questions de ressources. La question de l'occupation de l'espace a été citée finalement à l'instant et tout à l'heure par M. Estrosi. Il y a une question aussi d'usage de l'espace public, donner de la place aux autres modes de transport, à d'autres usages ou encore à davantage de végétation aussi, s'adapter davantage au changement climatique. Il y a aussi des enjeux autour de la pollution sonore, autour de l'accidentalité, notamment routière, des enjeux de santé publique en lien avec l'inactivité physique de nos mobilités ou encore bien évidemment des enjeux plus sociaux autour de l'accès à la mobilité, inégalité sociale, inégalité territoriale, etc. Et pour en venir à la question des leviers pour décarboner ces mobilités, finalement la stratégie française évoque 5 différents leviers. Le premier d'entre eux, c'est de modérer les kilomètres parcourus, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette forte hausse des kilomètres parcourus, pour l'instant, a beaucoup porté à la hausse du coup les émissions, les consommations de ressources de manière générale, les consommations d'énergie et donc les émissions. Quelque part, le tourisme doit aussi se questionner sur quelles sont les destinations qui sont privilégiées, quelles sont les manières de voyager pour voir si jamais on peut soit voyager à des distances un peu moins lointaines ou bien sinon pour les voyages les plus lointains, que ce soit des voyages un peu plus rares pendant lesquels éventuellement on reste plus longtemps sur place aussi, donc ça interroge ces manières de voyager. Ensuite, le deuxième levier, ça peut rejoindre un petit peu cette question des distances aussi, c'est la question du report modal pour limiter la part de l'avion, limiter la part de la voiture et puis davantage utiliser les transports en commun pour les longues distances. Pour les plus courtes distances, c'est aussi la marche et le vélo qui peuvent davantage se développer par rapport à aujourd'hui. Ensuite, un troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules, notamment avec le levier du covoiturage. Alors, les déplacements de longue distance, c'est déjà plus souvent des trajets partagés parce que c'est plus souvent les départs en famille par rapport, par exemple, à du domicile-travail où là, les remplissages sont très faibles, mais on a encore des progrès possibles là-dessus. Après, il y a des enjeux de baisse des consommations d'énergie des véhicules qui peuvent être à la fois des leviers de sobriété, si on a des véhicules qui sont plus sobres, limiter la vitesse, par exemple, sur les autoroutes, ça permet aussi de réduire les consommations d'énergie. Et puis, il y a des enjeux plus techniques, de passer à l'électrique, à des moteurs plus efficaces, ça permet aussi de réduire les consommations d'énergie. Et puis, enfin, le cinquième et dernier levier, c'est de sortir du pétrole pour aller vers des énergies moins émettrices de CO2, donc notamment pour les voitures, ça va être beaucoup plus l'électrique qui va se développer à l'avenir. Et Jean-Christophe Guay, j'aimerais que vous fassiez réagir à ce que disait Aurélien Bigot. Il disait qu'une des solutions pour finalement émettre moins de carbone, c'est peut-être d'aller moins loin de chez soi, de raccourcir un peu les distances. Est-ce qu'on peut faire du tourisme au coin de sa rue ? Le tourisme implique un changement d'habité, donc effectivement, ça semble contradictoire.
Alors là, je pense que vous faites référence au tourisme de proximité, expression qui a fait florès à partir de la Covid. Expliquez-nous. Alors, tourisme de proximité, effectivement, c'est une expression très médiatique depuis quelques années, mais qui renvoie pas à une véritable réalité, ou du moins qui a tendance à enfoncer des portes ouvertes, dans la mesure où, quand on regarde, par exemple, on a peu d'enquêtes très précises sur les mobilités, par exemple, des Français, mais quand on s'intéresse à cette mobilité-là, et la dernière grosse enquête remonte au milieu des années 2000, on constate qu'en fait, globalement, majoritairement, les Français font du tourisme de proximité. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une région comme le Nord ou comme le Limousin ou comme l'Aquitaine, la moitié des résidents de ces régions-là restent dans un rayon de 300 km. Donc quand on voit le tourisme comme en fait une pratique sur des longues distances, c'est qu'une petite partie des touristes qui le font. La majorité des touristes ont une mobilité finalement assez restreinte, intra-régionale ou concernant les régions qui jouxtent leur région de résidence. Donc ça, c'est un élément important. En même temps, la mobilité touristique n'est pas négligeable dans la production de gaz à effet de serre. Je rappelle que le tourisme, c'est à peu près 8% de la production mondiale de gaz à effet de serre. Donc c'est à la fois peu, mais en même temps c'est pas mal. C'est à peu près, et là je parle sous le contrôle de mon voisin, c'est à peu près la moitié de la production d'effet de serre de l'élevage, qui est autour de 15%, me semble-t-il. Donc c'est une production qui est tout à fait non négligeable, et avec des destinations qui sont très inégales sur ce plan-là. Et en particulier, là, je vais mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire mal, mais des destinations qui se disent écotouristiques ont en fait une très mauvaise empreinte carbone. Prenons le cas du Costa Rica. Vous avez une très grande majorité des touristes au Costa Rica qui viennent en avion. Certes, vous avez des produits écolabellisés, mais l'empreinte carbone des personnes qui viennent au Costa Rica est extrêmement forte, de même que les gens qui se rendent dans les îles tropicales. Aurélien Bigot, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les modalités de transport utilisées en France pour les trajets de longue durée? Je crois que vous aviez prévu quelque chose. Oui, en effet, on a des enquêtes en France qui ne sont pas extrêmement fréquentes sur les mobilités. On a une grosse enquête tous les 10 ans en gros, et les derniers chiffres qu'on a, ils datent de 2019, donc avant le Covid, donc ça tombe bien pour le coup parce que 2020 n'aurait pas été une année très représentative. Et ce qu'on voit dans les chiffres de modes de transport qui sont utilisés, si on raisonne en nombre de trajets, eh bien c'est la voiture qui domine très largement les déplacements réalisés, avec de l'ordre de 3/4 des trajets qui sont faits en voiture pour les trajets de longue distance. Donc longue distance, en gros, dans cette enquête, c'est quand c'est au-delà de 80 km du domicile. Et le transport aérien, ensuite, va être finalement le troisième mode derrière le ferroviaire. Mais si on additionne voiture et avion, on voit que c'est quand même une énorme part de nos mobilités actuelles. Donc quelque part, l'enjeu, c'est pas de les amener à complètement zéro, parce que ça ne va pas être possible, mais c'est de voir comment on transforme le plus possible pour essayer d'avoir des modes plus vertueux, et puis jouer aussi sur les autres leviers que j'évoquais précédemment. Et puis comme en fait les différents modes ne sont pas aussi rapides, ne permettent pas d'aller aussi loin, si par exemple on raisonne en distance parcourue, eh bien là par exemple la part de l'aérien va être bien plus importante, parce que du coup ce sont des trajets qui sont beaucoup plus longs que les trajets en voiture ou même que les trajets en train, et du coup là en distance, on est à une part qui est finalement très similaire à celle de la voiture. Et puis du coup en termes de consommation d'énergie et en termes d'émissions, et bien là cette fois-ci on va aussi avoir une part du transport aérien qui est encore plus forte. Donc finalement ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que en effet les voyages les plus lointains, et notamment les voyages internationaux pour changer de continent, en fait c'est une petite part, mais comme ce sont des voyages particulièrement lointains, particulièrement émetteurs, et bien en fait dans l'ensemble de nos déplacements, de nos mobilités touristiques, c'est une part qui est importante. Et notamment quand on regarde aussi ce que nous renseigne bien l'enquête, quels sont les usages et aussi les inégalités d'accès aux différentes mobilités. Il y a beaucoup plus d'inégalités sur la longue distance que sur la courte distance, et donc c'est notamment en fonction du revenu. Les plus aisés vont faire beaucoup plus de voyages que vraiment les catégories socio-professionnelles les moins aisées, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a des inégalités, notamment dans l'accès au transport aérien, mais aussi finalement sur les autres modes de transport qui sont aussi assez importantes. Et on voit que sur le train, notamment, qui est, semble-t-il, le mode de transport le plus vertueux, notamment sur les longues distances, le coût est assez conséquent, voire un obstacle pour les familles, vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et si on veut réussir à aligner autant que possible les incitations avec ce qui est le plus vertueux, eh bien aujourd'hui, ce qui est le plus vertueux en termes d'émissions, c'est le train
devant les cars, devant la voiture et l'avion. Après, pour la voiture et l'avion, ça va dépendre, est-ce qu'on compare avec une seule personne par voiture ou plusieurs personnes par voiture. Pour le transport aérien, il y a des effets CO2, mais il y a aussi d'autres effets réchauffants, des effets hors CO2, par exemple les traînées de condensation, les émissions de NOx, etc., sans rentrer dans le détail. Mais en tout cas, en ordre de grandeur, à la fois la voiture et l'avion sont des modes de transport qui ont des émissions forte, l'avion encore plus parce qu'il permet des distances plus lointaines aussi, au-delà du fait qu'il a des émissions importantes par kilomètre parcouru. Et donc si on veut faire en sorte de favoriser par exemple plutôt le train, plutôt le car par rapport à la voiture et l'avion, eh bien, il faut en effet que les tarifs soient aussi alignés avec cette incitation-là. Sinon, c'est vrai qu'on a des sortes d'injonctions contradictoires en fait, pour les usagers, pour les voyageurs qui, à la fois d'un côté, sont incités pour réduire leurs émissions à prendre davantage le train et qui, en même temps, ont des tarifs qui peuvent être particulièrement élevés, des fois beaucoup plus élevés aussi que le transport aérien notamment. Jean-Christophe Gay, est-ce qu'on peut imaginer des politiques publiques qui vont essayer de favoriser ou de subventionner, je ne sais pas sous quelle manière on peut imaginer ça, mais le recours à des transports qui sont vertueux en termes d'émissions de carbone? Pour l'instant, on n'en est pas là, puisque effectivement, on a des injonctions qui sont contradictoires dans la mesure où, en fait, les enquêtes, les dernières études nous montrent que pour une famille à l'intérieur du territoire national, le train est plus cher que l'automobile ou que l'avion. Donc, et ça, c'est bon, par rapport à ce que disait M. Bigot, bon, c'est tout à fait contradictoire avec les souhaits, les objectifs. Donc là, on en est encore très très loin. Bon, il y a la politique tarifaire de la SNCF qui percute bien évidemment ces questions. Aurélien Bigot, vous aviez réfléchi, je crois, sur les modes de mobilité à privilégier selon les distances. Vous dites qu'il y a un imaginaire à retravailler sur ces questions-là. Oui, c'est ça. En tout cas, si aujourd'hui on regarde quelles sont les mobilités qui dominent selon les différents types de trajets, alors on peut regarder entre courtes et longues distances quels sont les modes qui sont utilisés, et puis on peut regarder aussi, on le sait notamment au quotidien, que les modes de transport vont pas être les mêmes entre des zones plus urbaines, plus denses, et puis des zones moins denses. Donc si jamais on regarde sur les plus longues distances, aujourd'hui c'est l'avion qui va dominer au-delà des 1000 km. Si jamais on regarde sur les distances les plus courtes, ben là ça va être la marche, le vélo, et du coup c'est une partie des mobilités touristiques, une fois à destination aussi, de pouvoir aussi à l'avenir davantage développer ces modes de transport-là. Pour l'instant, le transport en commun, là où il est le plus pertinent et là où il est le plus développé, c'est quand les flux de transport sont les plus importants, donc à la fois dans les zones denses, dans les villes ou entre les plus grandes villes, par exemple le TGV ou même le transport aérien, c'est plutôt développé entre des grandes villes. Et puis finalement, sur tout le reste de nos mobilités, aujourd'hui, c'est la voiture qui domine très largement. Dès qu'on est au-delà des 1 km, en dessous des 1000 km, et qu'on n'est pas sur des flux de déplacement suffisamment forts, quelque part, pour avoir mis en place des transports en commun massifiés qui sont plus efficaces d'un point de vue environnemental. Et si on se demande finalement sur ces types de déplacements, quelles sont les alternatives plus vertueuses qui existent à chaque fois sur ces courtes, sur ces longues distances, pour essayer autant que possible de réduire la part de la voiture, la part du transport aérien. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mode de transport, en tout cas équivalent au transport aérien, qui permet de faire vraiment les mêmes types de trajets, les mêmes types de voyages à longue distance, partir à l'autre bout du monde pour 5 jours. Il n'y a pas d'autre mode de transport décarboné qui permet ça. Donc c'est en ça qu'il faut aussi questionner quels sont les imaginaires de mobilité sur la plus longue distance pour, voilà, comme je disais tout à l'heure, si c'est soit partir moins loin ou bien moins souvent pour les destinations les plus lointaines. Et puis après, sur les autres types de mobilité, c'est développer à la fois le covoiturage, c'est donner plus de place au transport en commun dès que les flux sont suffisamment massifiés. Donc ça permet de prendre aussi davantage de place à la voiture, davantage de place au transport en commun. On a des marges de manœuvre sur la courte distance de progression pour la marche et encore plus pour le vélo à l'avenir. Et puis dans des zones moins denses, c'est aussi développer d'autres types de véhicules, des véhicules plus légers aussi par rapport aux voitures qu'on peut avoir actuellement. Et puis sur la longue distance, c'est aussi pour des personnes qui n'ont pas accès à la voiture au quotidien parce qu'ils utilisent la marche, le vélo, les transports en commun et qui ponctuellement peuvent avoir besoin d'une voiture, c'est aussi développer des services d'autopartage. Donc ça
aussi un intérêt sur la longue distance aussi, pour des personnes qui n'en ont pas forcément au quotidien, de pouvoir avoir malgré tout de temps en temps accès à un véhicule, si ce n'est pas les transports en commun ou encore le covoiturage qui sont utilisés. Et puis il y a un enjeu aussi quand on n'est plus sur l'usage de la voiture qui permet de faire des trajets porte-à-porte. C'est ça une de ses grandes forces finalement, c'est de partir de chez soi et d'arriver directement à destination. Quand on est sur d'autres modes de transport comme les transports en commun, mais il faut penser l'intermodalité, c'est-à-dire que potentiellement on va à la gare en vélo, à pied ou des modes en transport en commun idéalement, et puis après sur place on utilise d'autres modes de transport en commun sur les plus longues distances. Donc il y a aussi cette intermodalité qui est à penser, donc que ce soit avec du vélo pliant peut permettre aussi cette intermodalité avec les transports en commun, mais aussi avec d'autres types de véhicules. Et comme j'évoquais les questions de longue distance qui doivent aussi être repenser les destinations, mais c'est aussi avoir un autre regard sur les destinations touristiques à l'avenir. Typiquement, on a quand même la chance en France d'avoir aussi de quoi s'évader sans forcément partir à l'autre bout du monde. C'est pas pour rien qu'on est aussi première destination touristique mondiale. Donc à la fois en termes de paysage, en termes de culture aussi, il y a tout un tas de choses à redécouvrir chez soi aussi, avant potentiellement de partir très loin, ou bien sinon de le faire moins souvent, en tout cas pour les destinations les plus lointaines. Et donc ça encourage aussi à revoir différemment certaines cartes et certains réseaux et certaines manières de voyager. Donc que ce soit par exemple aussi avec ce que permet le redéploiement des lignes de train de nuit qui se fait actuellement. D'ailleurs, Nice peut être accessible aussi en train de nuit pour les personnes qui sont en région parisienne. Mais ce qu'il faut aussi développer, c'est pas seulement des trains depuis Paris, parce que c'est beaucoup ce qui s'est développé historiquement avec le réseau ferroviaire français. Les trains de nuit permettent justement d'imaginer des trajets entre d'autres villes, des liaisons transversales comme on les appelle, ou aussi des liaisons plus internationales, des trains de nuit aussi en Europe qui se redéveloppent davantage. Et puis ça peut être imaginé aussi d'autres types de voyages. Donc ça, c'est la carte aussi des réseaux cyclables qui peuvent exister. Le cyclotourisme est aussi une pratique qui se développe beaucoup et qui a aussi un certain nombre de vertus, bien évidemment, d'un point de vue environnemental, et qui permet de redécouvrir une autre manière de voyager, un peu plus lente, mais un peu plus proche du territoire quelque part. Merci. Alors j'aimerais qu'on se penche maintenant sur une approche, on va dire, culturelle du tourisme. On a vu se développer énormément le tourisme de proximité en train urbain, ce que les tours opérateurs appellent le week-end, le break, le city break ou le week-end break. Est-ce que vous êtes en mesure de nous éclairer un peu sur, d'une part, cette pratique-là, et puis son accueil dans les populations locales, qui n'est pas toujours bon. Moi, je me souviens que je suis à Marseille il n'y a pas plus tard qu'un mois. On est accueilli par des autocollants touristes dégage, on crache dans tes bières, qui ne sont pas forcément toujours très chaleureux. On voit qu'il y a quand même beaucoup de réticence aussi à l'accueil touristique dans les villes. Oui, il y a beaucoup de réticence, mais d'abord, je voudrais quand même réagir à ce qu'a dit mon voisin, parce que c'est bien de favoriser donc l'intermodalité et d'essayer de basculer les mobilités vers le train, mais encore faut-il que l'offre soit à la hauteur. Prenons le cas de la Côte d'Azur. Prenons le cas de ce qui s'est passé cet été sur la Côte d'Azur. Vous avez une offre en termes de trains express régionaux qui est insuffisante pour donc accepter la foule des touristes de cet été, et notamment des étrangers. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des trains bondés, on avait des distributeurs, des queues devant les distributeurs, des gens qui attendaient 2, 3, 4 trains pour rentrer des plages, pour aller à Monaco. Et en termes d'intermodalité, bon, c'est bien l'intermodalité, mais est-ce qu'il y a des parkings pour stationner les vélos? Est-ce que ces parkings sont sécurisés? J'étais il y a quelques jours à Marseille. On a créé des gares autour de Marseille, des nouvelles gares, la Barrasse, etc., avec des parcs à vélos, mais ils ne sont pas sécurisés. Il n'y a pas un seul vélo. Vous imaginez bien, laissez votre vélo du matin au soir dans une gare. Vous verrez votre vélo, comment il sera en fin de journée. Donc, on fait les choses à moitié. Et il faut aller jusqu'au bout de ces aménagements. Alors, pour vous répondre, effectivement, la question du rapport à l'autre, du rapport au tourisme, c'est une question qui est aussi vieille que le tourisme. Donc, on a critiqué les touristes dès que le tourisme est apparu. D'ailleurs, le mot lui-même est un mot qui est apparu en 1780 et qui est péjoratif. Et il est considéré comme péjoratif dans
l'Oxford English Dictionary. Donc c'est pour se distinguer des voyageurs. Et finalement, ce qu'on pourrait appeler la tourismophobie, elle est aussi vieille que le tourisme. Et vous avez dès le départ, dès le XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle, des discours contre la masse touristique. Et quand on croit que la masse touristique elle est arrivée avec les congés payés et les années 50, c'est pas vrai du tout. Dès le milieu du XIXe siècle, vous aviez des refus complets du tourisme dans certaines destinations. Et on assimilait le touriste à des envahisseurs, à des personnes qui allaient dégrader. Et donc, ça continue. On a toujours ce discours-là qui revient avec à peu près les mêmes thèmes. Donc le thème de la dégradation des lieux, qui est un thème récurrent et qui renvoie finalement à une sorte de nostalgie qui perturbe notre appréhension. Le tourisme, ça fonctionne souvent sur la première fois, la fois où on a découvert un lieu. Et cette première fois va devenir une sorte de repère par rapport à ensuite sa perception. Et donc les évolutions des lieux, surtout lorsqu'ils sont lointains, lorsqu'ils sont avec une très forte altérité, sont considérés en fait comme des dégradations. Et donc à partir de cette nostalgie, eh bien, découle toute une série de discours sur la perte des lieux, sur le fait qu'on est arrivé trop tard. Et ça, on peut renvoyer aussi à tout un discours en anthropologie. Claude Lévi-Strauss, formidable anthropologue, donc a un peu théorisé c'est le fait d'arriver trop tard. Dans Triste Tropique, il explique comme lui, il aurait aimé arriver bien plus tôt, lorsqu'il est arrivé en Amérique latine. Et je crois que c'est un invariant culturel dans nos sociétés occidentales que de croire que en fait, les lieux se dégradent parce qu'ils évoluent. Et le fait de ne pas penser qu'un lieu touristique évolue, qu'il doit rester en l'état, c'est une erreur à mon avis. Et quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? Je crois que vous avez travaillé sur cette question. Alors, la différence entre touriste et un voyageur, les deux se déplacent quand même. Les deux se déplacent et les deux font la même chose, c'est-à-dire qu'ils découvrent des lieux. Mais le voyageur se considère comme quelqu'un qui se déplace avec un regard intelligent et il considère le touriste comme un imbécile. Donc c'est la thèse de Jean-Didier Urbain. Donc l'idiot du voyage serait le touriste. Et donc le voyageur serait le voyageur intelligent qui ne serait pas manipulé par la société, qui ne serait pas manipulé par les médias. En fait, globalement, ils font la même chose. Mais il y en a un qui se considère supérieur aux autres. Et donc c'est un processus de distinction tout à fait classique et tout à fait courant dans nos sociétés. Nos sociétés, la sociologie a montré que la distinction est un formidable moteur d'altérité. Et est-ce que la critique du tourisme qu'on voit quand même se développer énormément dans beaucoup de villes européennes, on l'a vu à Berlin notamment, qui a été très à la pointe sur la contestation, l'airbnbisation de la ville, est-ce que c'est quelque chose qui va finir par modifier le tourisme et la manière de voyager? Alors, le débat sur la tourismophobie, sur le surtourisme, c'est un débat qui est très récent. Le terme d'overtourism, il est apparu en 2008 et la tourismophobie est apparue dans la presse en 2017 à propos des mouvements dans les quartiers de Barcelone, donc contre ce tourisme de la cuite qui s'est développé en Espagne très fortement, aux Baléares ou sur la Costa Brava ou donc à Barcelone, la capitale de la Catalogne. Et c'est un mouvement qui a véritablement marqué les journalistes et qui est effectivement extrêmement intéressant et tout à fait logique dans la mesure où le tourisme provoque effectivement une dégradation du cadre de vie, que ce soit par le bruit, par la dégradation des espaces publics. Donc là, il y a véritablement un questionnement qui se fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il y a un glissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de tourisme, il faut parler de surtourisme. Vous n'avez pratiquement plus aucun article dans la presse actuellement qui n'évoque pas le surtourisme à propos de n'importe quel lieu. Donc c'est devenu une sorte de tarte à la crème médiatique de parler de ce surtourisme sans savoir de toute façon qui vient et comment il vient. Parce que dans le domaine du tourisme, les statistiques, elles sont extrêmement mauvaises quand elles existent. Donc c'est des discours qui sont tout à fait subjectifs et qui renvoient toujours
à des jugements sociaux, très souvent à des jugements sociaux. Vous parliez justement tout à l'heure, quand on a un petit peu discuté de la table ronde, d'une espèce de misogynie sous-jacente dans la critique du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Parce que c'est assez inattendu comme... Oui, alors bon, ça c'est dans un cadre historique, si vous voulez. Un des supports de la tourismophobie au XIXe siècle, ça a été de viser les femmes. Parce que avec le tourisme qui s'est développé au XIXe siècle, et notamment avec le développement des agences de voyage, les femmes ont pu se déplacer, beaucoup plus qu'elles ne le faisaient, notamment dans le cadre du Grand Tour. Les femmes étaient très très rares à faire le Grand Tour. Mais le tourisme a permis, et Thomas Cook en particulier, a permis aux femmes de se déplacer. Et donc pour les voyageurs, ceux qui se considèrent comme voyageurs, qui étaient des hommes, c'était une forme de dégradation de la mobilité. Des femmes, des femmes qui n'ont aucun moyen de comprendre ce qu'elles voient, elles se déplacent, et vous avez en fait des écrivains, alors en particulier Pierre Loti en Égypte, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui voit toutes ces Anglaises remonter le Nil, découvrir les beautés des civilisations égyptiennes, et qui va parler de cookess à propos de ces clientes de Thomas Cook, avec des discours extrêmement misogynes. Et un autre aspect de la misogynie qui se développait à ce moment-là, c'est le fait que les stations touristiques, et la Côte d'Azur en particulier, ont permis une libération des femmes. Les femmes étaient plus libres sur la Côte d'Azur que dans les grandes capitales. Souvent, elles étaient seules, elles avaient des activités, elles avaient une autonomie qui était très forte. Et ça a été un élément pour pointer du doigt ces lieux touristiques. On le voit sur la Côte d'Azur, on le voit très bien aussi, des travaux américains montrent cela pour les stations de la Nouvelle-Angleterre. Donc ça, c'est un élément aussi qui est un support de la tourismophobie, cette misogynie rampante, de même qu'en France, il y a aussi l'arrière-plan de l'anglophobie qui est évident. Encore une invention anglaise. Merci à tous les deux, on vous applaudit. Et on va faire passer un micro, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Oui, on va vous passer le micro. Alors, une question en bas, monsieur, c'est ça? Oui, et ensuite, monsieur, on va tout de suite, on vous emmène un micro. Merci. Alors déjà, une remarque liminaire. Je trouve ça un peu piquant que la conférence sur réduire l'empreinte de l'avion dans le tourisme ait été interrompue par le maire de Nice, qui a porté par ailleurs l'extension de l'aéroport de Nice. Ma question était autre, mais quand même sur ces contradictions. On réfléchit ici, donc, comment limiter l'impact du tourisme. Mais les pouvoirs publics, par ailleurs, ont des armes pour faire ça, les armes fiscales. Sauf erreur de ma part, le kérosène n'est pas taxé. L'électricité qu'utilisent les trains est taxée. Ce qui explique ce que soulignait monsieur, le prix exorbitant des billets d'avion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des injonctions paradoxales entre les objectifs que se fixent les pouvoirs publics et les moyens qui se donnent? Merci. Merci pour votre question. Aurélien Bigot, peut-être sur la contradiction, la difficulté de mettre en place des politiques publiques cohérentes avec les objectifs qu'on essaye d'atteindre. Oui, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs, mais notamment parce qu'en effet, sur un certain nombre de sujets, on n'a pas cette cohérence entre les objectifs et ce qui est réalisé, et notamment ce qui est beaucoup mis en avant dans la transition de manière générale et sur les différents leviers que j'évoquais tout à l'heure, c'est une transition qui repose beaucoup sur la technologie. C'est-à-dire que le discours sur les mobilités longue distance, ça va être l'avion vert, ça va être la voiture zéro émission, etc., qui n'ont pas vraiment de réalité physique, parce que même un avion qui serait avec d'autres types de ressources consommerait toujours beaucoup de ressources, donc aurait des impacts environnementaux qui seraient loin d'être négligeables. Et du coup, ce discours-là, il est un peu pour cacher le fait qu'il va falloir planifier une sobriété beaucoup plus forte dans nos mobilités, dans nos modes de vie plus globalement, mais notamment dans les mobilités, qui est un secteur qui prend beaucoup de retard. Et en effet, là-dessus, il y a beaucoup de contradictions, que ce soit sur les projets d'infrastructure, donc vous avez cité sur les extensions d'aéroports, sur les autoroutes qui peuvent encore être en projet. Ça peut être sur la fiscalité des différents modes. Si jamais on veut rééquilibrer le prix entre train et avion, c'est à la fois, on trouve le
train trop cher, mais c'est aussi un mode qui est coûteux de base. Donc ça veut dire ce serait extrêmement coûteux pour les finances publiques si on voulait subventionner le train beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors il est déjà beaucoup plus sur la courte distance que sur la longue distance, mais ça veut dire si on veut rééquilibrer les choses, il va falloir rendre le transport aérien plus cher, notamment parce qu'aujourd'hui il ne paye pas, comme on appelle ça, ses externalités ou les impacts environnementaux, et notamment parce que le kérosène n'est pas taxé. Il y a un certain nombre de subventions à tout un tas d'aéroports aussi, plutôt les petits aéroports. En gros, il y a la moitié des aéroports en France qui ne survivraient pas s'il n'y avait pas des subventions publiques, que ce soit des subventions locales ou plus nationales. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'éléments de ce type-là qui ne sont pas forcément alignés. Et au-delà de la fiscalité, au-delà des infrastructures, c'est aussi quels imaginaires sont mis en avant, quelles évolutions on planifie à l'avenir. Si jamais les usagers ont aussi ces injonctions contradictoires, comme on a beaucoup cité ce terme aussi, mais c'est aussi via la publicité qui encourage à partir à l'autre bout du monde, et en même temps il faudrait moins partir à l'autre bout du monde si on veut respecter nos objectifs climatiques. Donc c'est ces choses-là qu'il faut réussir à aligner autant que possible, et en effet pour l'instant on n'est pas à la hauteur, et c'est pour ça qu'on prend du retard aussi sur un certain nombre de nos objectifs, notamment climatiques. Je pense que Jean-Christophe va réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Mais un des gros enjeux aujourd'hui, c'est l'acceptation sociale de cette politique. Il faut voir que on est quasiment 5 ans jour pour jour avec le début des Gilets jaunes, donc aujourd'hui. Et on a vu avec la Covid que la défiance vis-à-vis des élites et du discours des élites est devenue de plus en plus forte. Or, les changements sociaux, ils ne se décrètent pas du haut, ils ne vont pas vers le bas. Les changements sociaux, c'est très différent. Et dans ce domaine-là, le risque, c'est de multiplier les hontes de quelque chose. Il y a, donc, vous connaissez le flight shame, la honte de prendre l'avion, il y a le ski shame, et il va y avoir de plus en plus. Et on va tous, plus ou moins, être visés. Celui qui a une voiture, un SUV, une Renault Capture, va être autant visé que celui qui va au ski et qui monte en voiture pour aller au ski. Donc un des éléments qui est aujourd'hui fondamental, c'est que vous avez vous pouvez avoir une montée de la défiance vis-à-vis de ce discours, dans la mesure où ça risque d'être un discours considéré comme de classe, d'une élite qui impose ses choix, pour qui des choix de mobilité sont des éléments valorisants, alors que les classes populaires, elles ont une frugalité environnementale, mais qui est non valorisée. On va prendre la question de monsieur. Oui, bonjour. Merci pour la qualité des débats. J'avais une question par rapport au transport public. Ça serait un des moyens, peut-être, comme l'a fait la ville de Montpellier, le fait de rendre les transports gratuits. Est-ce que c'est des sujets qui sont à l'étude, un, de la métropole, et deux, potentiellement de la région? Ça permettrait de favoriser notamment le tourisme local. On voit très bien que pour aller à Marseille, un Niscan, c'est beaucoup plus cher en temps et en coût par le train que par la voiture. Donc peut-être qu'il y a des solutions sur les transports publics et la gratuité. Voilà. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de la métropole sur ces sujets? Et peut-être si vous avez déjà des retours sur la ville de Montpellier, peut-être si vous avez déjà ces informations-là. Alors, je n'ai pas la réponse sur la métropole et sur la région. Sur Montpellier, c'est extrêmement récent. Pour l'instant, c'est la principale grosse ville, disons, à avoir mis en place cette politique publique. Les autres exemples qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était en général des villes de taille moins importante, que ce soit Dunkerque, Compiègne, bref, d'autres villes moins importante en termes de taille de la population et du coup en termes de coût de cette politique publique. Il faut savoir que en moyenne sur les transports en commun du quotidien, la part de l'usager dans le financement de ces transports en commun du quotidien est relativement faible, c'est-à-dire que ça peut être de l'ordre de 25%, ou pour des villes encore plus petites, ça peut être de l'ordre de 10%. Donc ça veut dire que pour une ville passée à la gratuité, ça peut ne pas être insurmontable si jamais la part de l'usager est assez faible. Le surcoût pour les finances publiques ne sera pas forcément énorme, parce que par ailleurs, dans la gratuité, on peut y gagner sur le fait qu'il n'y a plus les systèmes de gestion, de paiement, etc., par exemple, à mettre en place. Après, toute la question, c'est quels sont leurs effets et comment on priorise l'argent public. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il va falloir augmenter l'offre,
Mais du coup, augmenter l'offre en ayant moins de moyens, en se privant quelque part des ressources apportées aujourd'hui par les usagers, eh bien, ça peut être un double défi pour les finances publiques de ce point de vue-là dans le financement de ces transports publics. Donc après, si jamais, quand on regarde sur les transports en commun du quotidien, un autre élément, c'est que souvent, ce n'est pas le prix qui va être le principal frein à l'usage de ces transports en commun. En tout cas, sur le quotidien. Sur la plus longue distance, c'est assez différent quand on compare avec du TGV, etc. Mais du coup, c'est plus la fréquence, la qualité de service, etc. Et c'est pour ça que j'évoque le fait qu'il faut mettre plus d'offres, il faut mettre plus de moyens dans l'offre qui est apportée. Et du coup, pour répondre aux besoins des usagers qui, eux, ont une vraie attente en termes de prix, qui ne va pas être l'immense majorité de la population. Faire de la tarification ciblée, par exemple, pour les populations les plus dans le besoin, ça peut permettre de limiter le coût pour les finances publiques et en même temps voilà, de garder plus de financement aussi pour augmenter l'offre de transport en commun qui est un critère majeur si on veut que plus de personnes prennent les transports en commun à l'avenir. Jean-Christophe, rapidement. Un des gros problèmes qui se pose à la gratuité, c'est de savoir si elle implique, si elle entraîne un report modal ou pas. Est-ce que les gens vont abandonner la voiture pour prendre le tramway ou est-ce qu'en fait on va générer de nouvelles mobilités? Et donc là il y a un vrai questionnement. Bon, Montpellier, c'est vrai que c'est la plus grande ville qui s'est lancée là-dedans, mais on ne sait pas du tout les effets. Donc si c'est pour augmenter en fait la mobilité, le nombre de déplacements, finalement la mesure tombe à côté. Assure donc cette expérience montpelliéraine. On vous applaudit à nouveau. Merci encore pour la qualité de vos échanges. Je vous informe qu'Aurélien Bigot dédicace tout de suite son ouvrage, ça se passe de ce côté, c'est Voiture Fake or Not chez Tana Édition. On se retrouve dans 2-3 minutes pour parler sécheresse, vagues de chaleur, inondations, comment adapter les villes au changement climatique. À tout de suite.